Tu as passé 8 ans avec elle, 8 ans de vie partagée, de projets communs, de disputes réconciliées, de silence confortable. Et un mardi soir, à 22h34, ton téléphone vibre. Tu ouvres le message et en 3 lignes, elle met fin à tout. Pas de face à face, pas de discussion, pas même un appel. Juste un écran froid qui te dit que c'est fini. Tu restes là, sidéré, à relire ces mots qui ne semblent pas réels. Comment est-ce possible ? Comment une personne avec qui tu as construit 8 ans peut-elle disparaître par un simple texto ? Ce n'est pas un cas isolé. Des milliers de relations longues se terminent aujourd'hui par écran interposé. Et si tu es en train de vivre ça, ou si tu vis dans la peur que ça arrive, tu te sens probablement humilié, trahi, anéanti. Mais derrière ce geste que tu juges lâche, il y a des mécanismes psychologiques précis qui expliquent pourquoi elle a choisi cette voie. Et une fois que tu les comprends, tu peux non seulement sortir de la confusion, mais aussi reprendre le contrôle de ta vie amoureuse. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi une rupture par message après des années de vie commune n'est pas un caprice, mais le symptôme d'un effondrement silencieux. Tu vas comprendre le rôle de l'épuisement émotionnel, de la peur du conflit et du phénomène que la chercheure Sweeney a appelé la rupture digitale. Surtout, tu vas apprendre 3 techniques concrètes pour anticiper ces signaux, gérer l'après-rupture et reconstruire une relation future plus saine. Avant de plonger, une idée fausse circule, que les ruptures par message sont toujours le signe d'un manque d'amour ou d'une personnalité toxique. On te dit qu'elle ne t'a jamais vraiment aimé, qu'elle est immature, qu'elle a trouvé quelqu'un d'autre. Mais la réalité est plus complexe. Beaucoup de femmes qui mettent fin à une longue relation par message ne sont ni des monstres ni des lâches. Elles sont souvent piégées dans un conflit interne. Elles t'aiment encore, mais elles n'en peuvent plus. Le message n'est pas un acte de mépris, mais un acte de survie émotionnelle. La croyance populaire te dit que, si elle t'aime vraiment, elle te le dira en face. Mais l'amour n'empêche pas la peur. Et quand la peur du conflit, de la manipulation ou de la réaction violente devient trop forte, le message devient une bouée de sauvetage. Sweeney, dans son étude sur les ruptures digitales, a montré que plus la relation était dysfonctionnelle ou déséquilibrée, plus la probabilité d'une rupture par écran augmentait. Ce n'est pas une question de manque d'amour, mais de gestion du risque émotionnel. Tu pourrais te dire « Mais moi, je ne suis pas violent ni manipulateur. » Et c'est peut-être vrai. Mais le problème, c'est que ce n'est pas toi qui définis ce qui est risqué pour elle. C'est elle. Si elle a appris, dans cette relation ou dans son passé, qu'exprimer une insatisfaction mène à des disputes épuisantes, à du chantage affectif ou à des silences de plomb, alors son cerveau a classé la communication directe comme dangereuse. Et le texto devient l'issue la plus sûre. Voici le mécanisme caché. La rupture par message est souvent le point final d'un processus que la psychologie appelle l'effritement silencieux. Pendant des mois, voire des années, elle a accumulé des micro-frustrations, des non-dits, des espoirs déçus. Elle a tenté de communiquer, mais quand ses tentatives ont été ignorées ou mal interprétées, elle a cessé d'essayer. Son attachement, qui était sécurisé au début, s'est transformé en attachement anxieux évitant. Elle reste parce qu'elle t'aime, mais elle se prépare mentalement à partir. Le jour où le coût émotionnel de rester dépasse le bénéfice, elle envoie ce message. Ce qui rend cette rupture si violente pour toi, c'est qu'elle n'est pas négociée. Dans une rupture en face à face, il y a des larmes, des explications, peut-être des promesses. Ici, il n'y a que des mots figés. Tu n'as pas pu voir son visage, lire ses hésitations, plaider ta cause. L'asymétrie est totale. Elle a eu des semaines ou des mois pour se préparer. Toi, tu découvres tout en 1 seconde. C'est ce que Sweeney appelle la rupture unilatérale. L'un a déjà fait le deuil. L'autre est projeté dans un traumatisme sans préavis. Prenons un cas concret. Sophie, 34 ans, graphiste à Lille, vit en couple avec Julien, 36 ans, comptable depuis 8 ans. Leur relation semble stable aux yeux de leurs amis. Ils ont un appartement, un chat, des vacances ensemble. Mais Sophie porte un poids invisible. Depuis 2 ans, chaque fois qu'elle essaie de parler de ses besoins, avoir plus de temps pour elle, partager les tâches ménagères ou simplement discuter de leur avenir sans que Julien ne change de sujet, il répond par des phrases comme « tu stresses pour rien » ou « on est bien comme ça, non ?» Elle sent qu'elle parle à un mur. Petit à petit, elle cesse de partager ses frustrations. Elle sort plus souvent seule, rentre tard, prétexte du travail.
Julien ne remarque rien. Il est habitué à ce qu'elle soit autonome. Un soir, après une énième dispute silencieuse à propos de la vaisselle, Sophie s'assoit devant son ordinateur et tape. « Julien, je suis désolée, mais je ne peux plus continuer. J'ai besoin de me retrouver. Je t'aime encore, mais je suis épuisée. Je ne veux pas qu'on se fasse du mal en face. Je te demande de respecter mon choix. » Elle clique sur « Envoyer », éteint son téléphone et pleure toute la nuit. De l'autre côté, Julien voit le message en se levant, pour aller aux toilettes. Il est 2 heures du matin. Il relit le message 10 fois. Il ne comprend pas. Il pense à une blague, à un piratage, à une crise passagère. Il essaie de l'appeler. Elle ne répond pas. Il lui envoie 20 messages. Elle lit sans répondre. Les jours suivants, il alterne entre colère, elle est lâche, elle n'a jamais su communiquer, et supplication. Reviens, je vais changer, je t'aime. Mais Sophie a déjà passé la porte. Elle est partie non pas parce qu'elle ne l'aime plus, mais parce qu'elle n'en peut plus de porter seule la charge émotionnelle de la relation. Ce que Julien n'a pas vu, ce sont les signaux d'alarme. Les silences de plus en plus longs pendant le dîner. Les « ça va » lancés d'un ton neutre, les soirées qu'elle passe au sport ou chez une amie. Les conversations qui tournent court. Il a interprété cela comme de l'autonomie ou de la fatigue, alors que c'était le début du désengagement. Quand elle a arrêté de se plaindre, il a cru que tout allait bien. En réalité, elle avait déjà lâché la corde. Comment reconnaître ces signaux chez ta partenaire ? Premièrement, observe la fréquence des disputes. Si elle ne se dispute plus, ce n'est pas forcément bon signe. Les couples qui se disputent encore sont ceux qui ont encore de l'énergie à investir. Si elle évite tout conflit, même sur des sujets importants, c'est qu'elle a peut-être décidé que cela ne valait plus la peine. Deuxièmement, écoute la façon dont elle parle de l'avenir. Si elle utilise des phrases comme « on verra »,« plus tard » ou si elle ne fait plus de projet à long terme avec toi, c'est un signal d'alarme. Troisièmement, note si elle a cessé de partager ses émotions profondes. Si elle ne te raconte plus ses peurs, ses joies intimes ou ses frustrations, c'est qu'elle a créé une distance émotionnelle. Si tu vieillis, la compréhension de ce mécanisme change ta vie. Tu arrêtes de te demander pourquoi elle, pour te demander qu'ai-je fait pour qu'elle se sente obligée de partir par message. Tu passes de la victimisation à la responsabilisation. Et ça, c'est la clé pour ne pas reproduire les mêmes schémas. Beaucoup d'hommes, après une rupture digitale, se referment ou deviennent amers. Mais si tu comprends le processus, tu peux au contraire en sortir plus fort, plus lucide et plus apte à construire une relation où l'autre se sent en sécurité pour communiquer. La première technique pour gérer cette situation est la communication préventive des besoins. Concrètement, tu mets en place un rituel hebdomadaire avec ta partenaire, le check-in émotionnel. Une fois par semaine, à un moment calme, tu lui demandes « Comment tu te sens dans notre relation en ce moment ? Y a-t-il quelque chose qui te pèse ou que tu aimerais améliorer ?» Et tu t'engages à l'écouter, sans te justifier, sans la contredire, sans minimiser. Tu prends des notes si besoin, puis tu partages ton propre ressenti. Ce rituel crée un espace où les frustrations peuvent s'exprimer avant de devenir des bombes à retardement. Exactement. Le check-in dure 15 minutes. Tu poses le téléphone, tu la regardes dans les yeux. Si elle dit rien, tout va bien. Tu creuses doucement. Je sens que tu as moins d'énergie ces derniers temps. Est-ce que ça a un lien avec nous ? Tu ne forces pas, mais tu montres que tu es attentif. Si elle sort une frustration, tu réponds par une phrase comme « Merci de me le dire, je ne m'en rendais pas compte. Qu'est-ce que tu aimerais que je fasse concrètement ?» Pas de « oui, mais », pas de défense, juste de l'écoute. La deuxième technique est la validation des signaux faibles. Tu tiens un journal des micro-comportements de ta partenaire. Par exemple, si elle met 3 heures à répondre à un message, alors qu'elle répondait en 5 minutes avant, tu notes. Si elle annule un dîner 2 fois de suite, tu notes. Si elle arrête de t'appeler par ton surnom, tu notes. Ces signaux ne sont pas des preuves, mais des indicateurs. Au lieu de les ignorer ou de les interpréter comme un rejet, tu les abordes avec une phrase ouverte. « J'ai remarqué que tu sembles moins disponible ces derniers temps. Est-ce que ça t'arrive ? Comment je peux t'aider ?» L'idée est de normaliser la discussion avant que cela ne devienne un gouffre. La troisième technique est celle de la sécurisation de l'attachement. Si ta partenaire a un style d'attachement anxieux ou évitant, elle a besoin de signaux de sécurité réguliers. Envoie-lui un message inattendu en milieu de journée. « Je pense à toi, j'espère que ta journée se passe bien.
propose des gestes simples, comme lui préparer son café le matin ou lui masser les épaules après une journée difficile. Crée des routines de connexion, un dîner sans écran, une promenade le week-end. Ces rituels renforcent le sentiment de sécurité et réduisent la probabilité qu'elle emmagasine des frustrations en silence. Tu pourrais penser, mais si je fais tout ça et qu'elle part quand même, ça ne servira à rien. C'est une peur légitime. Personne ne peut garantir l'issue d'une relation. Mais en faisant ces exercices, tu augmentes considérablement les chances de l'entendre et d'ajuster le cap avant qu'il ne soit trop tard. Et si elle part malgré tout, tu auras la certitude d'avoir fait de ton mieux et tu pourras partir sans regret, avec une compréhension claire de ce qui n'a pas fonctionné. Autre objection, si elle est partie par message, c'est qu'elle ne mérite pas que je la comprenne, c'est une lâche. Ce sentiment de colère est naturel, mais il te piège dans un rôle de victime. La vérité, c'est que la lâcheté est souvent un symptôme de peur, pas de méchanceté. Comprendre son geste ne signifie pas l'excuser, mais te donner les moyens de ne pas le subir passivement. La compréhension est une arme, pas une faiblesse. Peut-être te demandes-tu, et si c'est trop tard, si elle est déjà partie, comment survivre à cette rupture digitale ? Tu appliques ces techniques pour toi-même. Tu fais ton propre check-in émotionnel chaque semaine. Tu valides tes propres signaux de tristesse et de colère sans les juger. Et tu travailles sur ton style d'attachement en lisant, en thérapie ou en discutant avec des amis. La rupture n'est pas la fin de ta vie affective, mais le début d'une version plus consciente de toi-même. Retour à ce message que tu as reçu un mardi soir. Tu as maintenant les clés pour comprendre qu'il n'est pas venu de nulle part. Il est le fruit d'un long silence, de besoins ignorés, d'une communication qui s'est éteinte. Tu ne peux pas revenir en arrière, mais tu peux décider que la prochaine fois, tu seras celui qui crée un espace où elle n'a pas besoin de fuir par écran. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, abonne-toi, active la cloche et partage-la avec quelqu'un qui traverse une situation similaire. Ensemble, on peut transformer la rupture en apprentissage.